Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate Ifri TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique à l'Ifri. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, depuis le mois de janvier, on a tenté sans relâche de suivre les déclarations et les changements de cap venus du président Trump. Et cette semaine, si vous le voulez bien, nous allons essayer de l'oublier pour nous intéresser à un autre personnage tout aussi haut en couleur, c'est pas peu dire, dans cette administration, Robert F. Kennedy Jr. Alors ce Kennedy a été nommé Health Secretary, c'est-à-dire le ministre de la Santé, en janvier, et il a engagé une politique dont on entend peu parler en Europe, mais qui est totalement cruciale aux États-Unis, Make America Healthy Again. Alors, cette politique de santé est faite de prises de position anti-vax, complètement à rebours du consensus médical, potentiellement très dangereuse pour la population américaine, mais en même temps, comme on dit, Kennedy défend une alimentation de meilleure qualité, ce qui ne serait pas du luxe aux États-Unis, contre les lobbies de l'agroalimentaire. Alors, est-ce que vous pourriez nous aider à mieux cerner la démarche de JFK, le lapsus est révélateur, de RFK Jr., et à commencer par nous dire comment il se place dans la dynastie Kennedy ? En effet, Robert Jr. est l'une des grandes figures de cette dynastie Kennedy. C'est une famille, comme vous le savez, d'origine irlandaise qui est arrivée aux États-Unis au moment de la grande famine irlandaise du 19e siècle. Ils se sont établis à Boston. Ils sont donc forcément démocrates puisque tous les Irlandais arrivés dans les grandes villes du Nord au 19e étaient de ce parti. Cette famille est devenue riche et tout à fait élitiste au XXe siècle. On connaît leurs grandes propriétés à Cape Cod, à Yannisport plus exactement. Robert Jr., donc revenons à lui, c'est le fils de Robert Senior Kennedy, dit Bobby, le frère du président John Kennedy. Comme on le sait, tous les deux ont été assassinés. Le président John Kennedy en 62, Bobby en 1968. Il venait juste de remporter les primaires démocrates de Californie. C'était en août. Les circonstances de ces deux assassinats sont restées assez mystérieuses et elles ont très certainement impacté le neveu du président et fils de Bobby, Robert Jr., qui a eu une jeunesse quand même très difficile, marquée par de gros problèmes de drogue. Il a réussi à s'en sortir, même s'il a conservé des problèmes de santé. Il souffre notamment de dysphonie spasmodique. C'est un trouble de l'élocution. Si vous écoutez un discours de Robert Kennedy Jr., vous ne pourrez pas le manquer. Il a aussi eu un problème de larves de vers solitaires dans le cerveau. C'est quelque chose qu'il a raconté pendant sa campagne et qui est légèrement effrayant, même si apparemment c'est pas très grave. Dernier fun fact, si je puis dire, sur ce personnage, il est resté démocrate très très longtemps et il en est à sa troisième épouse qui est une actrice, figurez-vous, Cheryl Hines, qui joue la femme de Larry Davis dans la série culte Curb Your Enthusiasm. Elle est, de son propre aveu, relativement consternée aujourd'hui par le tournant trumpiste de son mari. Mais on va y venir. On touche au baroque, là, Laurence. Bon, mais RFK a eu un père et un oncle démocrate éminents, c'est peu de le dire, mais il est aujourd'hui trumpiste. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est fait cette mue politique ? Elle vient d'où et quelle a été la carrière qui a amené à ça ? Notre héros du jour, RFK Jr., est né en 1954. Dans les années 80, il a la vingtaine. Après avoir réglé ses problèmes d'addiction, il s'est lancé tout d'abord dans une carrière juridique, dans les services du procureur de Manhattan, assez brièvement. Puis, très vite, il s'est impliqué dans des associations de défense de l'environnement, notamment pour défendre les rivières de l'État de New York, l'Hudson et ses affluents. Il s'est ensuite impliqué dans des procès contre les grands pollueurs, dans lesquels il a représenté, par exemple, différentes tribus amérindiennes, aussi bien aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine. En gros, on peut dire qu'il est spécialiste et praticien du droit environnemental. Il l'a enseigné dans une université de l'État de New York. Et cette carrière, il l'a menée assez longtemps puisqu'il a encore gagné un procès contre Monsanto en 2018. Ouais, c'est un héros pour les Américains de gauche, alors. Oui, comme je le disais tout à l'heure, il est resté démocrate jusqu'à très récemment. Dans les années 2000, il avait d'ailleurs réfléchi à se présenter à certaines élections et surtout à obtenir des postes liés à la défense de l'environnement dans l'administration Obama. On est donc aux alentours de 2008-2009. En l'occurrence, ça n'a pas été possible parce qu'il était vu à l'époque, figurez-vous, comme beaucoup trop à gauche par les Républicains. Sa nomination aurait été donc très compliquée. Et puis, on était encore à une époque où son passé d'addiction était un problème pour une nomination à un poste important. Kennedy s'est vraiment mis à la politique avec la campagne présidentielle de 2024, donc la dernière, très récemment.
Au printemps 2023, il décide de se lancer dans la primaire démocrate. Et ce qui est très intéressant, c'est que à ce moment-là, donc on est à l'été 2023, il a reçu de l'argent de donateurs républicains qui pensaient qu'en faisant monter la candidature Kennedy, ils allaient nuire à la candidature de Joe Biden, donc le candidat principal démocrate à ce moment-là. Mais les chiffres dans les sondages n'étaient pas très bons et donc Kennedy a renoncé à une candidature démocrate pour se lancer en indépendant à partir d'octobre 2023. Et l'étincelle trumpienne se fait quand alors ? Elle se fait à l'été 2024. À ce moment-là, ces sondages sont vraiment très très mauvais. Il est à 4% d'intention de vote. Il propose à la campagne démocrate de se retirer en leur faveur en échange d'une promesse de poste. Mais Kamala Harris, qui est devenue la candidate entre-temps, refuse. Pourquoi refuse-t-elle ? Parce que à ce moment-là de la campagne, ces pauvres 4% d'électeurs potentiels se sont avérés être plutôt des républicains complotistes que des démocrates. Il n'y avait donc aucun intérêt à Harris de vouloir récupérer leur soutien. Kennedy a donc changé son fusil d'épaule. À ce moment-là, il a proposé le même deal à Trump qui, lui, a accepté. Et c'est donc seulement en août 2024 que Kennedy s'est retiré de la course et s'est rallié à Donald Trump. Bon, une fois élu, Trump tient sa promesse, il le nomme ministre de la Santé, mais enfin, on n'est pas exactement sur sa première spécialité qui était l'environnement. Alors, venons-en à ses vues en matière médicale, s'il vous plaît Laurence, parce que c'est quand même un peu là où ça coince, non ? Oui, complètement. Kennedy a commencé à tenir des positions anti-vax dès les années 2000. Il explique dès ce moment-là que les vaccins contiennent du mercure et que cela entraîne une épidémie d'autisme chez les enfants. C'est une véritable théorie du complot. Selon lui, les entreprises pharmaceutiques, Big Pharma, font pression sur les gouvernements et sur les médias pour qu'on ne parle jamais des problèmes liés aux vaccins. Jusqu'à présent, il s'est toujours exprimé contre le vaccin ROR, rougeole, oreillon, rubéole, MMR pour nos amis américains, Measles, Mumps, Rubella. Il est également contre les vaccins annuels contre la grippe, qui protègent les personnes âgées notamment. Il s'est bien entendu opposé aux mesures de confinement et de vaccination pendant le Covid en 2020-2021. Il est également contre les vaccins pour les poulets dans les cas de grippe aviaire. Dans ce cas-là, il recommande de laisser la contagion se propager pour aboutir à une immunité naturelle du groupe. Mais ces positions, il les a tenues en tant que particulier, il les a beaucoup partagées sur les réseaux. Mais c'est quand même autre chose de poursuivre cette œuvre, si on peut dire, au plus haut sommet de l'État quand on est ministre de la Santé. Ah oui, tout à fait. Dans ce poste, Kennedy, aujourd'hui, a la responsabilité de 11 agences, dont le très important réseau des Centers for Disease Control, CDC, qui tiennent un état des lieux quotidien de la santé américaine. C'est eux qui étaient à la manœuvre pendant le Covid. Les National Institute of Health, NIH, qui font de la recherche médicale, leurs crédits sont totalement coupés aujourd'hui avec Trump. Et puis enfin, une dernière très importante, c'est la Food and Drugs Administration, FDA, qui homologue les médicaments et qui surveille la qualité de l'alimentation aux États-Unis. Eh bien, pour donner uniquement une illustration de l'impact des propos de Kennedy en ce qui concerne la vaccination contre la rougeole. On a les chiffres du CDC au 1er mai. Du Center for Disease Control, justement, dont vous parliez à l'instant. Oui, au 1er mai, le CDC a sorti les chiffres des cas de rougeole aux États-Unis pour 2025. Donc on est juste sur quelques mois. Alors même que l'Organisation mondiale de la santé considérait que la rougeole était éradiquée aux États-Unis depuis 2000, les cas réapparaissent depuis plusieurs années. Sur le début 2025, donc janvier, février, mars, avril, on recense près de 1000 cas confirmés de rougeole, notamment au Texas. Et sur ces 1000 cas, on parle de 70% qui ont moins de 20 ans, c'est-à-dire des enfants et des jeunes. 125 se sont retrouvés à l'hôpital et on a quand même 3 morts. Et là où l'impact de propos anti-vax comme ceux que tient Kennedy se mesure de manière tout à fait mathématique, c'est que sur 96% de ces 1000 cas recensés pour ce début d'année, il s'agit de personnes qui ne sont pas vaccinées contre la rougeole.
Oui, la culpabilité de Kennedy, ou en tout cas des théories qu'il distille depuis des années, semble établie. Mais là où ça devient compliqué, c'est que ce même Kennedy milite aussi pour une meilleure qualité de l'alimentation aux États-Unis. Et pour le coup, là, les Européens sont assez d'accord, non? Mais oui, si vous avez déjà regardé les données nutritionnelles sur un paquet de céréales aux États-Unis, notamment les Fruit Loops, c'est l'exemple qu'on cite toujours, des espèces de petites rondelles de céréales de toutes les couleurs, c'est bourré de colorants et d'additifs qui sont interdits en Europe depuis de longues années. Eh bien, Kennedy prend position là-dessus. Le 11 mars dernier, il a annoncé aux industriels de l'agroalimentaire qu'il voulait mettre fin à un programme de la FDA, la Food and Drugs Administration, qui s'appelle le programme GRAS pour Generally Recognized as Safe. Oui, grâce, ça s'invente pas, oui. En tout cas, ce système qui a plusieurs dizaines d'années permet aux entreprises de l'agroalimentaire d'inclure des ingrédients généralement considérés comme sûrs, c'est ce que ça veut dire, dans leur préparation, sans avoir à les soumettre au contrôle de la FDA. Au départ, c'était censé concerner uniquement des produits de base comme le vinaigre, l'ail, le poivre, etc. Mais il a été détourné par les industriels pour introduire dans l'alimentation des Américains vraiment n'importe quoi. Ce n'est pas tout. Le 22 avril, Kennedy a également annoncé l'interdiction de 8 colorants alimentaires synthétiques dès 2026. On parle notamment de la Red Dye Number 3, la couleur rouge numéro 3. C'est le nom américain pour l'érythrosine, que nous appelons en Europe le colorant E127, interdit depuis 2011. Les experts en nutrition applaudissent des deux mains, seulement les entreprises agroalimentaires, Kraft Heinz, General Mills, Kellogg's, Pepsi Cola, etc., vont évidemment faire traîner les choses et on se demande comment la FDA va pouvoir imposer les décisions de son ministre, sachant que le Doge de Elon Musk a viré 3500 employés de la FDA sur 18 000 depuis 3 mois. Oui, avec 20% d'effectifs en moins, on se demande vraiment comment la FDA va faire pour mettre en œuvre toutes ces politiques, si bien intentionnées soient-elles. Mais du coup, Laurence, comment peut-on conclure sur cet homme et les contours de ses opinions et de son œuvre ? Oui, qui semble contradictoire, en tout cas vu d'ici. J'ai une théorie à vous proposer, Romain. Je pense que Robert F. Kennedy Jr. a été donc très marqué par sa jeunesse droguée et totalement dissolue, et qu'aujourd'hui, il a pris en hostilité tous les chimistes, aussi bien les pollueurs que Big Pharma ou Big Agro pour ce qui concerne l'agroalimentaire. Il met tous les chimistes dans le même panier et c'est comme s'il voulait remettre l'Amérique sur la voie d'une alimentation et d'un mode de vie tout à fait naturel. Et pour conclure, je voudrais quand même signaler que aujourd'hui, au mois de mai, il est le membre du cabinet Trump préféré des Américains dans les sondages. Au 1er mai, il a 45% d'approbation contre 39% de désapprobation. A-t-il un avenir politique devant lui avec sa santé un peu compliquée et ses 71 ans ? C'est ce que nous verrons dans les mois qui viennent. C'est ce que nous verrons effectivement, Laurence, avec vous, et je m'en réjouis. Je vous dis merci encore une fois pour ce podcast éclairant, et on se voit la semaine prochaine. Merci Romain, à la semaine prochaine. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.